En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain et académicien Jean-Marie Rouard et le journaliste, rédacteur en chef du service politique de Marianne, Adrien Matou. Ensemble, nous allons évoquer l'actualité politique et ce que personne n'aurait pu imaginer. La Barnier-mania. Contre toute attente, le nouveau Premier ministre semble connaître une forme d'état de grâce, alors même que nous n'avons toujours pas de gouvernement. Est-ce la revanche de l'ancien monde contre le nouveau monde de Macron, comme l'a écrit Jean-Marie Rouard, ou un ectoplasme à Matignon, comme l'a écrit le service politique de Marianne? Traduit-il le besoin des Français d'être rassurés? Sera-t-il une bulle médiatique ou peut-il réussir? Est-ce le retour de la droite ou tout simplement la continuité du centrisme de Macron? Combien de temps peut-il tenir? Après lui, le face-à-face Mélenchon-Le Pen. Tout de suite, les réponses de Jean-Marie Rouard et Adrien Matou, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Jean-Marie Rouard, Adrien Matou, bonjour. 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 Ravi de vous recevoir dans cette émission pour parler de notre nouveau Premier ministre. On l'a attendu 50 jours. Finalement, Emmanuel Macron a sorti un nom qu'on n'attendait pas justement de son chapeau. Michel Barnier, 3 fois ministre, 2 fois commissaire européen. Quelqu'un qu'on connaît bien finalement. Et bizarrement, il y a une sorte d'engouement, je dirais, pour Michel Barnier, qui était quand même inattendu en cette période de crise politique. Vous Jean-Marie Rouard, vous avez tenté de l'expliquer dans un très bon article du Figaro, que le Figaro a publié, où vous expliquez que finalement, c'est la revanche, Michel Barnier, de l'ancien monde sur le nouveau monde macroniste. Il a finalement un style qui rassure les Français, et c'est peut-être finalement la bonne personne au bon moment. Je ne dirais pas que c'est un centriste. Moi, il me semble qu'il y a un parfum de gaullisme chez Barnier. Il y a d'ailleurs la stature. C'était pas ma question, mais allons-y, je vous l'aurais posé de toute façon. Oui, donc, c'est la stature. Comment le définir, Michel Barnier? Ouais. Et à mon avis, toutes les références sont plutôt vers De Gaulle. Bon, bien sûr, personne n'est comparable à De Gaulle. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution, au fond, de l'opinion et de moi-même. Bon, depuis qu'il s'était présenté pour la primaire en 2021, et oui, il est un bon candidat. Bon. Et puis maintenant, il finit 3e avec le soutien du parti, donc c'est plutôt un échec justement. Oui, c'est un échec, mais pourquoi ? Parce que justement, les circonstances ont changé. Et ça, c'est très, très intéressant. Tout au long de l'histoire, au fond, un homme vient pour un certain nombre de qualités, mais surtout porté par les circonstances. Et là, je crois que toutes les circonstances, y compris l'attente, y compris l'angoisse, l'ont fait apparaître comme un sauveur, comme une forme d'homme présidentiel, providentiel, et peut-être présidentiel, on ne sait jamais. Tout est possible. Mais en tout cas, il me semble que la Barnier-mania correspond à ce fond français qui consiste à la fois être à droite, mais en même temps vouloir avoir une fibre sociale, ce qui est son cas, et qui ne veut plus de ce côté excessif dans tous les domaines. Et c'est ça qui est très intéressant chez lui. Notamment, il a eu ce mot à propos de l'immigration que je trouve formidable. Il a dit « il faudra agir avec humanité ». Ça, c'est un mot, dans la bouche de Marine Le Pen, vraiment, aurait été bienvenu. Elle ne l'a pas prononcé. Donc, vous voyez, il a cette habileté de comprendre que les Français, c'est pas des gens qui ont envie de mettre tout le monde dehors, c'est des gens qui, en même temps, gardent une forme d'humanité. Et puis, sur un certain nombre de questions comme l'écologie, c'est un homme, vraiment, qui est dans la droite, est original, parce que la droite a complètement abandonné l'écologie, et il n'est pas pour l'écologie punitive. Et ça, tout ça, je crois que ça parle aux Français. Ils ont envie de quelqu'un qui soit à l'opposé des excès aussi bien de Marine Le Pen que de Mélenchon.
Et vous avez défini qui était Michel Barnier selon vous. Vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Moi, je trouve que effectivement, il y a un engouement qui est quand même surtout médiatique, parce que quand on mesure les sondages, c'est pas non plus. Il n'y a pas 70% des Français qui sont favorables à Michel Barnier. Alors, attendons peut-être, mais je reconnais qu'il se passe sans doute quelque chose. Est-ce que c'est pas par effet contraste? C'est d'ailleurs le thème de votre papier dans le Figaro. Moi, là, vous nous avez fait un grand éloge de Michel Barnier, mais dans votre papier, parce que vous êtes malicieux, je vois plutôt un papier contre Emmanuel Macron qu'un papier pour Michel Barnier. C'est-à-dire qu'il y a une question de style aussi. On a un homme finalement apaisé qui s'exprime dans un français classique. On a un classique face à un moderne d'une certaine manière. Sur le style, sur le fond politique, Adrien Matou, je pense, va vous répondre. Mais sur le style, il y a effectivement un contraste qui peut-être est reposant. C'est moins le style que les convictions politiques de Macron. Parce que Macron, toute sa politique a été contre l'Ancien Monde d'une façon exagérée, d'une façon quelquefois grotesque. Je prendrai qu'un exemple, parce que je suis à l'Académie, mais c'est le français. Choose France. Croyez-vous que ça avait une utilité de dire Choose France, de parler de Startup Nation? Est-ce que ça avait un sens? Donc, Villers-Cotterêts, que j'ai remis à sa place en disant que c'était une imposture et que c'était de la tartufferie, parce qu'on ne peut pas démolir la langue française et en même temps créer une sorte d'hôpital pour la langue française. Non, alors qu'il y a déjà l'Académie. Non. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois que c'est... Parce que personnellement, je trouve que Macron est un personnage intéressant, un destin extraordinaire, un défi au destin extraordinaire. Mais donc, moi, je n'arrive pas à le détester. Mais en revanche, toute sa politique me paraît ne pas tenir compte de ce fond, enfin, ce qu'il a dit sur l'absence de politique de culture en France, ce qu'il a dit sur l'Algérie. Enfin, tout ça, il ne suit pas les grands, disons, ce que les Français attendent. Ils attendent quand même que quelqu'un soit dans le prolongement de cette acceptation de la France. Je vais prendre ce que disait Napoléon, mais pour l'instant, il n'y a pas de comparaison. Napoléon disait « J'accepte tout, de Clovis jusqu'au comité de salut public ». Eh bien, je crois que les Français attendent qu'en effet, on soit dans une acceptation de notre passé, y compris le gaullisme, et qu'on ne balance pas l'ancien monde comme ça, comme s'il n'avait aucune importance. Adrien Matou, alors voilà, Jean-Marie Rouard nous a dit que Michel Barnier était gaulliste, voire gaulliste social, et votre journal a titré au moment de la nomination de Michel Barnier. Je dois dire que vous étiez sans doute l'un des titres les moins enthousiastes, peut-être encore moins que Libération ou que Le Monde. Centriste mou, girouette et transparent, Michel Barnier, un ectoplasme à Matignon. Oui, alors, bon, sans forcément reprendre alors, il est termes. Centriste ou il est gaulliste? Alors, pour moi, il est clairement centriste. Ah bah, il faut assumer ce que votre journal écrit. Bien sûr, mais quand on prend le temps, on est toujours plus détaillé et nuancé qu'un titre. En fait, c'est intéressant parce que ça pose la question de ce qu'est le gaullisme. Et j'ai l'impression qu'il y a deux écoles à droite. Il y a des gens pour qui le gaullisme, c'est avant tout une posture, pas forcément une idéologie. Et c'est beaucoup de gens de droite vous diront le gaullisme, c'est l'adaptation aux circonstances. Après tout, De Gaulle s'est toujours adapté aux circonstances et ça n'était pas un idéologue. Mais il y a quand même une deuxième tendance qui essaie de remplir un petit peu le gaullisme et d'essayer de discerner des fondamentaux idéologiques qui sont en général l'attachement à la souveraineté nationale, le rapport au peuple, et une certaine préoccupation, pas toujours présente à droite, au sort des classes populaires et au sort des modestes. Et il me semble que si on se base sur ça, Michel Barnier fait plutôt figure d'adversaire du gaullisme. En tout cas, sa carrière montre plutôt ça. Je prends quelques exemples quand même pour l'illustrer. En 1992, il y a 195 députés RPR à l'Assemblée. Michel Barnier en fait partie. 5 d'entre eux votent oui au référendum sur le traité de Maastricht. Et Michel Barnier en fait partie. Vous avouerez que pour une personne qui est censée être très attachée à la souveraineté nationale, c'est quand même pas la panacée. Il a été négociateur en chef de l'Union européenne dans le cadre du Brexit, ce qui signifie quand même qu'il a été le représentant d'une institution supranationale face à un peuple qui venait de reconquérir sa souveraineté.
c'est pas vraiment un brevet de gaullisme. Et enfin, sur la stature, sur le rapport au peuple, j'ai pas l'impression qu'il ait une stature en ce moment d'homme providentiel. J'ai plus l'impression que c'est un homme de la 4e et du régime des partis. Il représente un parti qui n'a fait que 7% des voix aux élections législatives, mais qui a la grande qualité d'être un pivot. C'est-à-dire que c'est le parti avec lequel les macronistes peuvent s'allier, avec lequel ils peuvent se rapprocher pour décrocher une majorité. Et lui, vu qu'il est une figure respectée de ce parti et qu'en plus, il n'est pas urticant pour le Rassemblement national, qui accepte de ne pas le censurer, eh ben, il est nommé Premier ministre. Mais ça, ce statut-là, c'est pas un statut d'homme providentiel. C'est un statut de... Plus petit dénominateur commun. De plus petit dénominateur commun et d'hommes de la 4e République, en fait, où on nommait souvent des personnages comme ça, voilà, pas forcément les plus charismatiques ou les plus populaires, mais des gens qui faisaient un peu le lien entre les différentes tendances. Et tout ça, pour moi, montre que Michel Barnier n'est pas un modèle de gaullisme. Merci Adrien Matteau, merci Jean-Marie Rouard. On se retrouve après une courte pause. On continue à parler de Michel Barnier. On va voir quelles sont ses marges de manœuvre. Malgré tout, j'interrogerai aussi Jean-Marie Rouard parce que Jean-Marie Rouard est plutôt souverainiste. Alors l'européisme de Michel Barnier, est-ce que ça ne le gêne pas? On en parle après une courte pause sur Sud Radio. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio. J'ai le plaisir de recevoir ce dimanche l'académicien, l'écrivain Jean-Marie Rouard. On rappelle son dernier livre, c'est La maîtresse italienne. Ça, c'est paru chez Gallimard. Et Adrien Matteau, rédacteur en chef du service politique de Marianne. Je vous ai réunis parce que Jean-Marie Rouard a déclaré sa flamme dans le Figaro à notre nouveau Premier ministre Michel Barnier, tandis que Adrien Matteau, vous avez été plus sévère. Avant la pause, Adrien Matteau, vous nous expliquiez que pour vous, Michel Barnier n'était pas gaulliste, c'était l'homme de la 4e République. Vous expliquiez qu'il avait été un des rares députés en 92 RPR à voter pour le traité de Maastricht, ensuite qu'il a été commissaire européen. Jean-Marie Rouard, vous êtes plutôt eurosceptique malgré tout. Alors, il a changé, Michel Barnier. Gaulliste. Oui, gaulliste. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec la définition du gaulliste qu'a dononnée Adrien Matteau? Adrien Matteau, en effet, m'a piégé un peu, en effet, avec Maastricht. Mais, vous savez, De Gaulle s'est plié aux circonstances. Rien ne dit quelle aurait été l'attitude aujourd'hui de Gaulle vis-à-vis de l'Europe. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout qu'en effet, l'Europe prenne une voie gaulliste. Mais Maastricht, en effet, mais vous savez, De Gaulle était capable de dire des choses et son contraire, puisqu'il a dit sur l'Algérie française. Je vous ai compris. Donc, elle n'a pas dit des choses, c'était son en même temps à lui, peut-être. Et puis, évidemment, les circonstances sont complètement différentes. Les circonstances de l'arrivée au pouvoir de Gaulle et celles Et là, c'est vrai. Alors là, il y a quelque chose qui n'est pas gaullien dans la personnalité de Barnier, c'est que c'est un homme du compromis. Alors que De Gaulle n'était pas du tout dans le compromis. L'homme du non, plutôt. Même si, pour arriver au pouvoir, il a été obligé de faire quand même des compromis. Mais ça, c'est vrai. Je crois que la personnalité sont complètement différentes. Néanmoins, je vous dis, il y a un parfum de gaullisme. C'est pour ça que dans votre définition, vous disiez, c'est l'attachement à la nation. C'est l'attachement très profond à la culture française. C'est dans cela où il se sépare complètement de Macron. C'est l'attachement profond à toute l'histoire française. C'est-à-dire, vraiment, il y a chez De Gaulle, et non seulement toute l'histoire, mais toute la culture française. C'est ce qu'il y a, je trouve, dans le gaullisme de formidable et d'exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un homme pour qui le passé n'est pas... Et pourtant, c'est un homme moderne. C'est un homme qui va affronter les problèmes de l'époque moderne. Et il y a cette fibre, en effet, qu'on trouve mal chez Macron, c'est la fibre sociale. Vous savez, moi, ça me rappelle un peu les positions de Chaban-Delmas. Bon, vous êtes trop jeune, vous, mais moi, il se trouve que j'étais très favorable à cette forme de gaullisme qui était avec une ouverture sur le plan des libertés, sur le plan de l'information et sur le plan de l'attachement populaire, et de dire, voilà, il faut surtout pas, alors que les socialistes sont complètement à la gauche, c'est complètement écarté du peuple, je crois qu'il est temps de revenir au peuple.
Adrien Matou, vous êtes rédacteur en chef d'un journal qui est très attaché aux classes populaires, à la République, à la fibre sociale. Justement, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a une dimension sociale, Michel Barnier, au-delà c'est ce qu'il dit lui-même parfois, il se définit lui-même effectivement comme un gaulliste social, mais au-delà des mots, dans ses politiques, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis une trentaine d'années, Michel Barnier. Quel bilan politique faites-vous du barnierisme? Est-ce que le barnierisme existe? J'attends de voir, parce que c'est vrai que gaulliste social, c'est limite devenu une blague. C'est-à-dire que maintenant, tous les hommes de droite qui veulent dire qu'ils sont de droite, mais que quand même ils pensent un peu aux classes populaires, ils disent je suis gaulliste social. C'est vrai qu'Alain Juppé se définissait lui-même comme gaulliste social. Je crois qu'on serait bien en peine de trouver un homme de droite qui ne s'est jamais défini comme gaulliste social. Honnêtement, le bilan de Barnier sur ce... Alors, c'est pas ses thématiques prioritaires. C'est quelqu'un qui a été, Jean-Marie Rouard l'a dit, assez précurseur sur l'écologie, ce qui est quand même pas courant à droite, ça c'est vrai. C'est aussi un homme mais Jean-Marie Rouard l'a dit, qui est beaucoup dans... Comment dire ? Dans l'esthétique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas la Startup Nation, ça c'est clair. C'est pas, il n'y a pas de culture française. Mais par contre, sur le plan économique... Je l'ai pas lors de sa candidature à la présidence de LR, il défendait le même programme très néolibéral et très raide que les autres. Donc je l'ai pas vraiment distingué comme quelqu'un qui, à la manière d'un De Gaulle, défendrait la participation, par exemple. Mais ça me permet en fait de revenir sur la rupture ancien monde nouveau monde. Vous avez raison, mais il faut quand même nuancer, parce qu'il me semble qu'Emmanuel Macron lui-même a beaucoup changé sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'en 2017, effectivement, c'était le chantre du nouveau monde, de la Startup Nation, du fait qu'il n'y a pas de culture française et du progressisme à tout crin. Il me semble que, confronté à la réalité de la société française, Emmanuel Macron a quand même fait de plus en plus des références au passé. Il a quand même de plus en plus adopté une espèce de posture d'homme de la Troisième République. Sans en avoir toujours les codes, c'est ça oui, aussi. Il y a toujours une dichotomie. Il y avait le duo Macron-Attal, on a vu aussi pendant la prise de la passation de pouvoir, un contraste quand même. Oui. C'est pour ça que je parlais du style entre Barnier et Gabriel Attal est un peu prisonnier de son physique sur ce plan-là. Mais pour le coup, beaucoup de gens vous diraient que Gabriel Attal, quand il était ministre de l'Éducation puis Premier ministre, était quelqu'un d'assez vieux jeu, entre guillemets. C'est quelqu'un qui disait, je me rappelle de son discours de politique générale, il faut respecter les autres, tu restes à ta place, etc. Il y a déjà, au sein du macronisme, cette compréhension du fait qu'on ne peut plus rompre avec le passé et que les Français ne sont pas un peuple sans attache qui est uniquement tourné vers le futur. Donc c'est pour ça que je trouve que Michel Barnier, même si effectivement il est plus âgé, il a de la bouteille, donc forcément il y a un contraste évident à l'image. Sur le fond, je ne vois pas de différence fondamentale. Oui, alors disons-le franchement, est-ce que Michel Barnier est un macroniste? C'est aussi l'analyse qu'on fait de la séquence politique actuelle. Certains disent c'est le retour de la droite. Bon, pour l'instant, on n'a pas de gouvernement, donc c'est difficile d'analyser. La droite a fait son retour. Après tout, d'une certaine manière, elle a gagné les élections. Si on y ajoute les voix du Rassemblement national, il y a une soif d'autorité dans le pays sur les questions régaliennes qui est difficilement contestable, et finalement Michel Barnier incarne cela. Ou est-ce que vous voyez effectivement un homme de compromis qui aurait pu être Premier ministre d'Emmanuel Macron avant, ça a été évoqué d'ailleurs, et finalement Emmanuel Macron qui cherche à garder la main en choisissant quelqu'un qui certes vient des LR, mais qui finalement est très très proche idéologiquement et politiquement de lui? Moi, je pense qu'il y a plusieurs droites, comme il y a plusieurs gauches. Il y a une droite gaulliste, il y a une droite qui se rapproche de la droite bonapartiste décrite par René Raymond. Et je trouve que la carrière, en tout cas de Michel Barnier, montre qu'il s'inscrit plutôt dans ce qu'on appelait la droite orléaniste, mais ce qu'on pourrait aussi appeler la droite giscardienne, le centre-droit, les démocrates chrétiens. Donc quelqu'un de plutôt modéré, de plutôt libéral, d'humaniste, mais qui n'est pas du tout en rupture avec ce qu'incarne Emmanuel Macron. Je considère qu'Emmanuel Macron est plutôt un président de centre-droit depuis 2017 et que Michel Barnier, avant de devenir Premier ministre, a plutôt été un homme de centre-droit dans sa carrière politique. Ce qui n'est pas infamant, mais ce qui n'en fait pas une rupture avec le macronisme.
Jean-Marie Roy, est-ce que la France a peut-être besoin de cela ou n'a pas le choix en réalité, vu le résultat des urnes qui n'est pas très clair, notamment en raison d'un second tour qui s'est fait autour d'un barrage au Rassemblement national. Est-ce que c'est pas un homme de la 4e République, ce qui n'est pas infamant, un homme de compromis, vous l'avez dit, un notable de la vie politique, mais est-ce que c'est pas ça dont la France a besoin précisément maintenant, parce que on est dans une période de charnière, intermédiaire, où il faut justement un plus petit dénominateur commun pour éviter que les gouvernements ne soient renversés les uns après les autres, parce que c'est ça aussi la réalité politique du moment. Je crois que les Français ont un besoin moins de compromis que de modération. C'est-à-dire, modération, ils en ont marre que les gens se tapent dessus, et des positions tranchées, des positions idéologiques, comme la gauche. D'ailleurs, c'est ce qu'ils peuvent reprocher à la gauche, c'est ce qu'ils peuvent aussi reprocher peut-être au Front National. C'est-à-dire, ils en ont marre de l'idéologie. Ce qu'ils veulent, c'est des faits, qu'on puisse résoudre les problèmes. Donc, il me semble que ce qui peut ressurgir avec Barnier, c'est cet ancien RPR avant l'UMP, c'est-à-dire cette fibre gaulliste, si vous voulez, qui a été dénaturée par le centrisme. Moi, je crois que très profondément, si la droite, disons, a perdu, c'est par ce mélange adultère avec le centrisme. Je crois que c'est une erreur énorme, parce qu'au fond... Un jour, vous m'avez même dit que c'était la même chose qu'avec le catholicisme et le protestantisme, d'une certaine manière. C'est un peu, en effet, c'est un peu la critique que j'ai faite dans un de mes livres, Ce pays des hommes sans Dieu, de Vatican II. Vatican II a voulu être à la mode et s'est inspiré de beaucoup d'idées protestantes. Et ce qui fait qu'on a affaire maintenant, on voit que les gens désertent les églises, enfin c'est plus n'importe quoi, je parle même pas de Notre-Dame, ça c'est un autre sujet. Mais ils désertent parce qu'au fond, c'était incompatible entre le protestantisme et le catholicisme. Je vais être pédant, je vais citer des gens qui ont tenté, des philosophes qui ont tenté de les associer, c'est-à-dire de les réconcilier. C'est impossible, c'est impossible. Leibniz avait essayé de les réconcilier. Bref, je fais le pédant, parce que quand on était à l'Académie, on a cette tendance... C'est moi qui vous ai lancé là-dessus, mais je trouve la comparaison assez drôle. Oui. Donc l'UMP, le Vatican II de la droite française, en quelque sorte. Exactement, ça a été une erreur, à mon avis, une erreur, parce que ça a empêché justement la droite, cette droite-là, d'être vraiment de droite. Elle a essayé de concilier des tas de choses. Et vous savez bien que les centristes, c'est un ventre mou. Et il y a beaucoup d'opportunisme. Donc, on a essayé de reprendre des idées de gauche qui étaient... Voilà. Donc, il y a eu un mélange adultère de tout qui a été dommageable. Et je pense qu'il va revenir justement à ce fondamental. Eh bien, on va en parler après une courte pause sur Sud Radio. À tout de suite, on se retrouve avec Jean-Marie Rouard et Adrien Matou pour parler de la France et de son nouveau Premier ministre, Michel Barnier. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Jean-Marie Roy, écrivain, académicien, auteur de La Maîtresse française qui vient de paraître chez Gallimard, enfin qui est paru, on vous avait reçu il y a quelques mois d'ailleurs pour en parler. Et on vous reçoit, Jean-Marie Roy, pour ceux qui n'ont pas écouté le début de l'émission, pour parler de notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Vous lui avez en quelque sorte déclaré votre flamme au Figaro. Vous voyez en lui une sorte de néo-gaulliste, et vous nous avez expliqué avant la pause que finalement la droite s'était tuée en faisant l'UMP, en se mélangeant avec les centristes, et vous espérez qu'il reconstitue le RPR. Je vais me tourner vers Adrien Matou, qui est avec nous également dans cette émission, qui est plus sévère avec Michel Barnier, qui ne voit pas en Michel Barnier un gaulliste, mais finalement quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité du macronisme. Jean-Marie Rouard nous dit finalement Michel Barnier, c'est le RPR à l'ancienne. Est-ce que c'est pas l'inverse? Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, vous expliquez aussi qu'il avait été l'un des rares au RPR à voter le traité de Maastricht en 1992. Donc est-ce que c'est pas un précurseur finalement, non pas de l'union des droites, mais du grand centre finalement, du grand parti centriste qui est devenu
devenu le RPR. Ça, c'est la première partie de ma question qui est un peu longue, et la deuxième partie, pour pas aller totalement dans votre sens, est-ce qu'il est possible qu'il ait changé? C'est ce qu'on dit aussi, sa campagne de 2021 n'était pas particulièrement une campagne de centristes. Alors, pour la première partie de la question, effectivement, alors, faut dire que l'évolution du RPR, c'est quand même un phénomène de longue durée, puisque après De Gaulle, déjà Pompidou adopte une ligne un peu plus libérale, il abandonne l'idée de la participation qui, selon lui, est utopique. Et derrière ça, on voit poindre en fait l'alignement de la droite française sur les droites du monde, puisque en fait finalement la droite française était une anomalie. Elle n'était pas libérale économiquement, elle était très patriote et surtout très soucieuse des classes populaires, ce qui en faisait un peu une exception au niveau mondial. Et vous avez le trio Chirac, Juppé, Balladur qui dès les années 70 en fait va créer le RPR justement et va en faire finalement une droite libérale comme une autre, peu à peu. Quand la droite accède au pouvoir sous François Mitterrand en situation de cohabitation, elle s'empresse de multiplier les privatisations, de s'inspirer du thatcherisme pour faire une ligne très libérale. Et on en arrive finalement à ce conflit entre pro-Europe et souverainiste. La ligne Pasqua-Seguin d'un côté et la ligne effectivement Balladur-Juppé de l'autre. Et force est de constater que la ligne Pasqua-Seguin a été minoritaire et s'est fait battre en fait à l'intérieur de la droite. À l'intérieur de la droite. Donc finalement Michel Barnier n'est pas le seul à s'être progressivement aligné sur cette ligne-là. Ensuite sur son changement, alors effectivement je pense que c'est possible parce qu'il a donné des premiers signes pendant l'élection de la présidence de LR, enfin la primaire de LR, mais depuis, il a aussi signé plusieurs tribunes dans la presse s'opposant à l'intégration européenne, disant que voilà, il fallait pas que la dette française soit mutualisée avec la dette européenne. Et on peut supposer qu'il ait un petit peu évolué idéologiquement. Comme il n'a pas encore prononcé son discours de politique générale et qu'il s'est limité à quelques phrases pas très signifiantes sur le fond, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Mais en tout cas, sa carrière politique, qui a quand même été, pour sa plus grande partie, en tout cas sa partie la plus prestigieuse, s'est déroulée à la Commission européenne, ne montre pas un homme farouchement gaulliste, à mon sens. Jean-Marie Roy. Oui, moi j'ai beaucoup d'espoir parce que tout va dépendre des sondages. À mon avis, pour l'instant, on voit un frémissement. Et puis, dans quelques temps, il me semble que alors tout va dépendre aussi de son nouveau gouvernement. Comment est-ce qu'il va réussir à la fois à donner l'impression du changement et de la continuité. Donc ça va être très intéressant de voir qui va choisir. Si justement, il ne va pas tomber les Républicains. Il ne faudrait pas que ça soit un gouvernement complètement républicain. Il faut concilier à la fois les inconciliables, la quadrature du cercle. C'était vraiment... Mais s'il parvient à vraiment donner le sentiment du renouveau, c'est pour ça que moi je crois qu'il doit changer complètement le gouvernement. Mais il l'a dit d'ailleurs, ça ne sera pas un remaniement, ça sera un changement de gouvernement. Je crois qu'il n'y a pas tort. Mais je crois qu'il faut qu'il apporte des signes vraiment très forts en matière d'éducation. Bon, d'ailleurs, je trouve qu'il y a des gens qui pourraient reprendre. Je pense qu'il pourrait reprendre l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, vous voyez, c'est parce que c'est tout à fait dans la ligne de ce qu'il veut faire. C'est revenir au sérieux, au bon sens et au sérieux. Or, là, depuis un certain temps, on n'est plus du tout dans le bon sens, plus du tout dans le sérieux, on fait n'importe quoi. Et finalement, on ne fait rien. Voilà, parce que, franchement, la politique en matière d'éducation nationale de Macron, ça a été le grand n'importe quoi. On ne peut pas suivre. Donc, c'est vraiment... On est passé de Blanquer à Papendiaï, à Gabriel Attal pour revenir à Nicole Belloubet. Non, franchement... Avec une parenthèse, Oudéa Castéra. Mais, non, là, c'est pour ça que j'ai dit que parfois, on a l'impression que Macron était en psychanalyse. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect psychanalytique chez lui qui fait que sa personnalité est vraiment, parfois, inattendue. Donc, il me semble qu'on va le voir d'après les sondages, et ça va être intéressant de voir si, au fond, pour beaucoup de gens qui sont jetés dans les bras de Marine Le Pen, se disent, au fond, il y a une solution de rechange. Il y a une solution de rechange. On peut avoir
sont les inconvénients, l'extrémisme quand même de Marine Le Pen et en même temps son côté centrisme, parce qu'elle a pris des côtés centristes. Oui, j'allais vous poser la question à tous les deux, mais d'abord à vous, Jean-Marie Rouard, est-ce qu'il n'y a pas un éléphant dans le couloir que tout le monde fait semblant de ne pas voir? C'est-à-dire que le gouvernement Michel Barnier va dépendre en grande partie du Rassemblement national. Et est-ce que finalement Michel Barnier, s'il a changé, il peut peut-être aller au bout du tournant Michel Barnier, faire une sorte d'union des droites, d'une certaine manière, ou de reconstitution du RPR par l'union avec le Rassemblement national? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Il ne faut pas le dire parce que ce n'est pas très politiquement correct, mais... Enfin, il me semble que ce serait maladroit de faire une union et de voir des ministres, mais d'ailleurs, ils n'accepteraient pas. Mais non, il n'y aurait pas de ministre, évidemment, mais sur la ligne politique, sur la ligne politique, je ne crois pas. Je crois que justement, il faut qu'ils s'en distinguent parce que, on l'a bien vu avec le Front républicain, il y a un fond, il y a un héritage du Front national qui est très difficile dans l'inconscient français de dépasser. Donc, à mon avis, ça serait... Il y a le nom de Le Pen en réalité. Maintenant, oui, bien sûr, mais c'est quand même... Le mariniste n'a pas grand-chose à voir. Il y a eu un tel matraquage, et encore maintenant, parce que vous avez remarqué quand même que même encore aujourd'hui, c'est Vichy. Combien de personnes ont dit c'est la droite, c'est la même droite que Vichy, alors que ça n'a strictement rien à voir avec Vichy. D'ailleurs, Vichy venait en grande partie de la gauche. Bref, non. Mais il y a ce fond d'inconscient collectif et ce matraquage de tous les gens qui ont eu besoin de torpiller le Front national pour se faire élire. Bon, à commencer par Chirac et tous les autres. Il en est resté quelque chose. Donc, il me semble, pour des raisons, puisque la France est un pays d'idéologie, on serait en Suisse, il n'y aurait aucun problème. Mais nous sommes le contraire de la Suisse. Donc, nous sommes un pays d'idéologie, le poids de l'idéologie, et une idéologie qui va toujours dans le même sens, puisque ça n'a posé aucun problème qu'on propose un communiste pour devenir président de l'Assemblée nationale. Vous imaginez un communiste? Alors, il me semble que peut-être que le Front national est chargé, mais le Parti communiste est beaucoup plus chargé. Et ça n'a pas posé de problème. Adrien Mathous, sur le Rassemblement national qui va avoir un rôle clé dans cette affaire. Alors certes, il y a effectivement, Jean-Marie Rouard parlait d'idéologie, on pourrait parler de politiquement correct, de tabou autour du Rassemblement national qui perdure. C'est vrai que dans l'entre-deux tours, on a pu le voir, mais il n'en reste pas moins que factuellement, Michel Barnier va avoir besoin du Rassemblement national, même si c'est une équation compliquée parce qu'il aura également besoin de renaissance et notamment de l'appui de Gabriel Attal, qui est peut-être aujourd'hui le vrai chef de l'ex-majorité. C'est simple en fait, Michel Barnier est sûr que la gauche le censurera dès qu'elle en aura l'occasion. Il est sûr que les groupes centristes et de droite le soutiendront. Et la seule chose qu'on ne sait pas, c'est le comportement du groupe Rassemblement national, qui est quand même le plus grand groupe de l'Assemblée. Donc le RN a c'est un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Michel Barnier. Mais c'est intéressant de regarder ce que va faire le RN, parce que le RN lui-même est un peu à la croisée des chemins, un peu comme la droite dans les années 70 d'ailleurs, puisque le RN hésite entre deux lignes, entre la ligne historique de Marine Le Pen, qui est celle d'un national-populisme avec une dimension sociale assez forte, et de la ligne plutôt de Jordan Bardella, qui consiste à dire maintenant il faut séduire les électeurs de droite, donc il faut avoir un discours plus libéral, il faut avoir un discours plus conforme sur le plan économique avec celui de la droite classique, et en fait on va pouvoir analyser la trajectoire du RN dans son comportement. Est-ce qu'ils vont censurer Michel Barnier si Michel Barnier présente un budget très libéral? La réponse à cette question donnera une idée de la trajectoire que va prendre le RN dans les prochaines années. Moi, je serais assez d'accord avec ce que dit Adrien Mathous, mais il me semble que le danger ne viendra pas du Front national, dans la mesure où Marine Le Pen a tout intérêt à maintenir Barnier, qui lui donne une honorabilité. On dit c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui n'a pas foutu le bordel, pardon l'expression, mais c'est dans le dictionnaire. Et donc, c'est son intérêt. C'est son intérêt, et est-ce qu'elle a vraiment intérêt à voir arriver Bardella comme Premier ministre? Je ne sais pas. En tout cas, à mon avis, c'est son intérêt que ça dure le plus longtemps possible. En revanche, je ne crois pas que Gabriel Attal regarde Barnier avec les yeux de chimène. Je pense que s'il pouvait lui donner un coup de poignard assez rapidement, il lui donnerait. Parce que son intérêt à lui, c'est que ça pète et que Macron s'en aille.
puisque ces visées sont présidentielles, c'est évident. Donc je crois que le coup viendra d'Attal. Et des divisions au sein de la majorité macronienne. Enfin, c'est mon analyse. Mais César sera-t-il poignardé Nous le saurons après une courte pause avec Jean-Marie Ouard et Adrien Matou. À tout de suite sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec Adrien Matou, rédacteur en chef du service politique de Marianne, et avec Jean-Marie Ouard, écrivain, académicien. On rappelle son dernier livre, La maîtresse française. Italienne, pardon. Ça sera le prochain livre. Exactement. On peut imaginer une trilogie. Oui. La maîtresse française, puis la maîtresse espagnole, je ne sais pas. Vous nous raconterez ça, Jean-Marie Ouard. Non, pardon. La maîtresse italienne, c'est passionnant. C'est sur Napoléon, d'ailleurs. Et c'est chez Gallimard. Cela dit, Jean-Marie Ouard, vous êtes venu nous parler politique, parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Et d'ailleurs, vous avez une vision littéraire aussi de la politique. Et c'est peut-être pour ça que vous avez été séduit par Michel Barnier, parce qu'il incarne une forme de classicisme, et effectivement, un classicisme étranger à la Startup Nation d'Emmanuel Macron. Je voulais vous demander, Michel Barnier, parce que vous évoquiez ça juste avant la pause, vous expliquiez que peut-être Gabriel Attal allait mettre un coup de poignard derrière Emmanuel Macron. Et derrière tout ça, il y a quand même un sentiment de crise de régime en réalité. Est-ce que cette crise de régime, qui est une crise sourde, et qui dure depuis longtemps, on a l'impression d'un lent affaissement, est-ce qu'elle est évitable ou pas? Est-ce que vous voyez Emmanuel Macron s'accrocher finalement une élection présidentielle dans 2 ans et demi dans un climat apaisé? La crise de régime, tout dépendra du succès. C'est pour ça que c'est un espoir, c'est lié à Barnier. Si Barnier réussit, on pourra éviter une crise de régime et arriver à une élection présidentielle. Moi, je crois que la crise de régime, elle est inscrite depuis le départ dans le fait qu'on ait détricoté la Constitution, et que cette Constitution, qui avait été quand même créée par un homme qui s'y connaissait un peu et qui avait réussi à faire ce chef-d'œuvre de monarchie élective, qui est profondément ce que les Français aiment. Ce qu'ils aiment, ils ne sont pas hostiles à la monarchie, ils étaient hostiles à la monarchie absolue. Mais une monarchie parlementaire, comme les Anglais, ça n'aurait plus marché. Donc je crois que on a détricoté, alors là, peu à peu, avec le quinquennat, avec tellement de gens, ce qui fait on a tout fichu par terre, on a complètement dénaturé cette Constitution. Donc ça a entraîné, y compris, disons, le grain de folie du président Macron. Donc là, il était sur la corde raide, il a fait ce en même temps. Moi, j'avais annoncé il y a très longtemps que le en même temps aboutirait à l'arrivée des extrêmes, de Marine Le Pen. Parce que c'est évident que le en même temps, il faut choisir, dans la Ve République, il fallait choisir son camp. Il devait très vite passer du côté de la droite. Pour des tas de raisons, il était beaucoup plus proche de la droite que de la gauche. Et il a hésité, il a cru que c'était une très bonne idée. C'est une idée qui était, au fond, qui contenait un poison dont il ne s'est pas rendu compte. Adrien Matou, la crise de régime, est-ce qu'il faut la redouter, comme semble le faire Jean-Marie Ouard, ou est-ce que d'une certaine manière, il faut la souhaiter? Je ne crois pas que ce soit d'ailleurs la Ve République qui soit en cause. Effectivement, elle a très bien fonctionné, mais par crise de régime, on peut aussi entendre crise de la représentation, crise des élites qui ont dominé les 40 dernières années, élites technocratiques finalement assez proches les unes des autres, parce qu'on peut aussi penser, moi ce que je pense d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a la conclusion logique finalement d'un rapprochement entre le centre-gauche et le centre-droite. Si ça n'avait pas été Emmanuel Macron, on parlait d'Alain Juppé, c'était pas très différent. Est-ce que finalement, les Français ne sont pas tout simplement lassés de cette idéologie politique dominante, qu'on a aussi parlé de la cercle de la raison, et qu'il ne faut pas souhaiter que finalement il y ait, ce régime-là laisse la main d'une certaine manière à d'autres, et qu'on ait de nouveaux clivages plus conformes à la réalité du pays? Le problème, c'est que effectivement, ce qu'a fait Emmanuel Macron, il y avait une forme de logique, puisque tant au sein de la gauche qu'au sein de la droite, c'était la dominante centriste qui avait le dessus sur l'autre. Il y avait une espèce de continuation un peu factice du clivage gauche-droite, où on affirmait que on détestait son voisin, alors qu'en fait on pensait quasiment la même chose que lui. Emmanuel Macron a mis fin à ça avec son en même temps. Le problème, c'est que
les institutions de la Ve République sont construites pour le bipartisme. Et Emmanuel Macron n'a pas donné naissance à un autre camp qui dominerait en étant son symétrique, mais il a donné naissance à deux autres camps. La gauche, il y a toujours une gauche, et il y a toujours Elle est plus radicale, et il y a extrême une selon droite certains. qui est Voilà. plus radicale selon certains. Voilà. Plus radicale, c'est sûr, extrême selon certains. Et le problème, c'est que les institutions ne fonctionnent pas dans cette configuration-là. On le voit, on voit très bien. On est passé pas loin du blocage en 2022. Là, en 2024, on y est. C'est complètement bloqué. Il n'y a pas de majorité au Parlement. Le Premier ministre est très affaibli quand même. Il va devoir jouer sa survie sur chaque texte. Et en plus de ça, j'ajouterais que le président, Emmanuel Macron, mais il n'est pas le premier, a complètement rompu avec la pratique gaullienne. Le dernier référendum qu'on a eu, c'était en 2005. Ça fait bientôt 20 ans qu'on n'a pas eu de référendum. La Ve République n'a pas de raison d'être s'il n'y a pas de référendum. C'est-à-dire que c'est un régime qui donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif, mais à condition que celui-ci soit en dialogue avec le peuple et qu'il soit responsable On devant le rappelle peuple. 5 référendums faits par le général Par de le Gaulle général en de Gaulle. 10 ans de pouvoir, c'est-à-dire un tous les 2 Voilà. ans. Effectivement, la Et il est verticalité parti, allait avec une forme d'horizontalité. Ouais. Ouais. Et il est parti avec, au premier référendum qu'il a perdu. Ouais. Sans cette pratique du référendum, Est-ce que la Emmanuel monarchie, Macron n'aurait ressemble pas, plus à une monarchie, n'aurait en fait, pas dû qu'à une république. partir? Est-ce que c'est pas une trahison finalement de l'esprit de la Constitution de rester dans ces circonstances? Jean-Marie Roy, est-ce que le général de Gaulle serait resté après? Il n'aurait accepté aucune cohabitation. Aucune. Non, mais Encore moins après avoir suscité une dissolution. C'est même pas pensable. On est Allez. tout à fait dans une autre sphère, c'est sûr. Il y a quelque chose chez Macron de mystérieux. C'est un mystère puisque, d'une certaine façon, et on le voit maintenant avec la menace, si je puis dire, de la proportionnelle. Il y avait un très bon article dans le Figaro disant que la proportionnelle, c'était le dernier clou dans le cercueil de la Ve République. C'est évident qu'on est en train de la dénaturer. Mais ce qui me frappe chez Macron, à mon avis, là, ce qui lui manque, parce que c'est une intelligence brillantissime, ce qui lui manque, c'est une vision. C'est-à-dire que dans la Ve République, il y avait une vision. Il y avait bien sûr De Gaulle, qui avait une vision très nette, et puis Pompidou, et puis même Giscard avait une vision. Et là, on a l'impression d'un homme qui n'a pas de vision. D'ailleurs, ça se sent dans son discours. Vous savez, il fait penser à ce que disait Sacha Guitry, qui était un peu misogyne. Il disait, en parlant des femmes, elle parle, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose à dire. Eh bien, Macron, il est pareil. Il parle, mais on ne sait pas ce qu'il veut dire. Vous remarquerez ces discours interminables à la Fidel Castro, Castro. Bon, et il ne s'est pas arrivé à une conclusion, parce qu'au fond, lui-même ne sait pas. C'est pas vraiment, il n'a aucune vision. D'ailleurs, il a changé sur tout. Donc, il me semble que cette Ve République avait besoin d'un meneur d'hommes, d'un homme qui entraîne les gens sur un projet. J'espère que Barnier va, de ce point de vue-là, donner un idéal aux Français. Les Français souffrent. C'est un pays qui a besoin d'idéal. Et les Français sans idéal sont perdus, sont complètement perdus. Alors ils partent dans tous les sens. Alors tout devient un problème, l'antisémitisme, les questions internationales. Non mais tout devient un problème. C'est normal, ce sont des questions qui sont dans la société, mais elles prennent le pas sur les autres problèmes. Adrien Matou, est-ce qu'il est vraiment dépourvu de vision, Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il a une vision européiste, technocratique, qui s'inscrit effectivement dans le prolongement de ce qu'on a connu par le passé? Et je ne vous ai pas laissé répondre. Est-ce que la crise de régime est souhaitable? Est-ce qu'il va falloir trancher d'une manière ou d'une autre le nœud gordien? Alors la crise de régime peut être souhaitable si elle veut dire la fin du système effectivement qui gouverne la France depuis 40 ans. Elle n'est pas souhaitable si elle conduit à la paralysie du pays et au blocage institutionnel, ou voire au chaos. Là, effectivement, le problème, c'est que je vois pas d'homme providentiel comme l'a été De Gaulle en 58 pour sortir de cette crise de régime. Ensuite, alors l'autre question, c'était sur Macron. Est-ce qu'il a une vision ? Le problème, c'est qu'il a une vision, mais cette vision est celle de l'adaptation de la France. C'est-à-dire que sa vision en 2017, c'était celle de adapter la France à la mondialisation. Or, les Français, Jean-Marie Roy l'a dit, peuple éminemment politique, peuple de Gaulois réfractaires, finalement, il avait raison, mais Emmanuel pas seulement, Macron. oui, mais pas seulement. N'a pas envie de s'adapter à la mondialisation. Pas seulement peuple de râleurs repliés sur soi. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils n'avaient pas envie de ça. Ils étaient jaloux. Ils sont jaloux de leur exception d'une manière, d'une certaine manière. Qui a envie de se projeter vers quelque chose, vers un destin commun.
et qui n'a pas, ça ne lui suffit pas qu'on lui dise adapte-toi et fais ce qu'ont fait les autres. Les Français, effectivement, ont conscience de leur exceptionnalité, pas au sens où ils seraient supérieurs aux autres, mais au sens où ils sont uniques, singuliers. Et je pense que Macron, dès le départ, peut-être le vice originel du macronisme est d'avoir négligé cette dimension-là. Oui, je veux dire un mot sur l'européanisme de Macron. Mais l'européanisme, c'est la conception politique des gens qui n'ont pas de conception. Parce que, à force d'élargir, d'être dans l'Europe, puis dans l'Europe, il n'y a jamais de conclusion. Alors vous pouvez à l'infini dire je suis européen, ben, formidable, puis on fera ça, on fera ci, on fera ça. Il n'y aura jamais de conclusion. Ça sera dans 100 ans. Et dans 100 ans, on verra que tous ces gens qui ont été des beaux parleurs, qui ont profité de l'Europe, en fond, il n'y avait rien de concret. Donc, les Français s'en rendent compte. Ils se rendent compte on les berce d'illusions avec l'Europe. Et ce qu'ils voudraient, c'est des choses concrètes, ici et maintenant. C'est bientôt la fin de cette émission. Il nous reste 30 secondes, mais je voulais vous poser une question, Jean-Marie Rouard. Profitez d'avoir un académicien sur le plateau pour vous demander ce que vous pensiez du niveau de langue de nos dirigeants politiques aujourd'hui. Le niveau de langue, évidemment, c'est pas le meilleur. Mais on peut dire que Mélenchon, Jean-Marie Le Pen avaient un bon niveau de langue et de culture. Alors Mélenchon, oui, les insoumis, c'est autre chose. Mais enfin, c'est général. C'est général, il y a une déliquescence de la langue française. On ne respecte plus l'intransitif. Vraiment, on met des compléments d'objet direct avec tout. Il y a le franglais. Tout le monde parle franglais. C'est invraisemblable. Il y a un ancien ministre de la Santé qui passait son temps à parler, au lieu de parler de foyer de Covid, c'était vraiment le cluster. C'est effrayant. Alors là, l'exemple vient du haut, parce que l'exemple vient de Macron. Et tous les ministres, ils parlent tous en franglais. Donc, c'est scandaleux, parce qu'il y a une loi qui est comme la loi Toubon, qu'on aurait dû respecter. Et donc, de ce point de vue-là, la langue française est en train de mourir. Ça fait... Dans 30 ans, moi c'est un combat que je mène un peu dans le désert, mais ça n'empêche pas que ce soit un combat qu'il faille mener. Et d'ailleurs, tous les gens de la francophonie sont furieux de voir que la France, qui était leur modèle, eh bien les Canadiens, qui eux se protègent contre les Québécois, attention. Les Québécois, oui. Je pense à mon ami Mathieu Bocoté, il serait pas content. Il y a un caractère, et je crois que les Français en souffrent, d'être venu maintenant une colonisation américaine. C'était là une colonisation anglo-saxonne. Et je crois que profondément, ça les choque. Ils savent que vous avez tout à fait raison. C'est un pays particulier. C'est pas un pays supérieur, un pays particulier. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On vous réinvitera, Jean-Marie Rouard, pour défendre la francophonie. Merci aussi à Adrien Matou d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Dans toute vérité, je vous laisse avec les informations. À bientôt.